Ce qui se passe actuellement dans la cryptosphère est tout simplement dû au fait que certains ont décidé volontairement de s'écarter du principe fondateur de la première des crypto-monnaies. Chez nous en Afrique, on dit très souvent, lorsque votre géniteur vous donne une dernière volonté, vous devez absolument la respecter. Ici, César Mokouri, restez jusqu'à la fin après la transition. À tout de suite. Dans le cas de cette vidéo, nous allons aborder les différentes vagues qu'a connues la cryptosphère. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez que l'on vous fasse observer qu'actuellement, les marchés continuent de plonger davantage parce que certains patrons des crypto-monnaies et des plateformes en ont décidé ainsi. C'est le cas de FTX qui aujourd'hui met en mal tout le secteur de la crypto-monnaie. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui serait à l'origine, sur ce qui s'est réellement passé, parce que sur Internet, actuellement, on trouve de nombreuses vidéos qui expliquent clairement ce qui serait à l'origine. Mais ce qui me semble important dans le cadre de ce tutoriel, c'est essayer tout simplement de savoir à quoi s'attendre dans les jours à venir et enfin, quelle est la posture que vous, en tant que crypto-enthousiaste, en tant que crypto-investisseur, vous devez adopter pour, n'est-ce pas, amortir le choc des éventuelles situations malheureuses qui pourraient arriver sur vos investissements cryptographiques. Alors, sans toutefois tarder, nous allons parler ici de la première vague. Il s'agit de la vague des ICO, des Initial Coin Offering. Il faut donc dire que c'est une pratique de financement qui consiste tout simplement à lever des fonds dans le but de financer un projet cryptographique. Alors, de façon très simple, comment cela se déroule? Vous êtes investisseur, vous allez prendre votre argent, donner à un entrepreneur ou alors à un porteur de projet qui lui va prendre cet argent pour pouvoir financer son projet. En retour donc de ce financement que vous mettez à disposition de ce patron, il va tout simplement vous reverser des crypto-monnaies ou alors des tokens. Et plus tard, lorsque l'entreprise ou alors le projet aura pris de la notoriété, aura pris de la valeur, alors mécaniquement, vos tokens prendront aussi de la valeur. Vous aurez donc le choix à ce moment, soit de continuer à conserver en devers vous cette crypto-monnaie ou alors tout simplement la revendre. Il faut donc rappeler et préciser que cette crypto-monnaie que vous obtenez lorsque vous versez votre argent à cet entrepreneur est à un prix relativement faible. Alors, il faut dire que dans cette vague de financement, plusieurs personnes se sont enrichies parce que vous imaginez que vous dépensez quelques francs pour obtenir une grande quantité de tokens. Une fois que ce token a pris de la valeur, vous allez bien évidemment la revendre à un prix extrêmement élevé. Quelque temps plus tard, on s'est donc rendu compte que plusieurs personnes ont intégré ce projet, mais pas dans l'intention de financer réellement des projets comme le cas d'Ethereum, mais ils sont allés parce que derrière, ils ont l'intention de fuir avec la caisse. Parce que concrètement, lorsque vous contribuez à un projet, cet argent est entre les mains d'un individu qui peut décider soit de financer son projet véritable ou alors tout simplement de fuir avec la caisse. C'est comme ça qu'on a observé que dans le financement à partir des ICO, des arnaques se faisaient de plus en plus ressentir. Je voudrais par la même occasion aborder la deuxième vague qui est la vague des shitcoins. Lorsqu'on parle de shitcoins, on parle tout simplement des cryptoactifs qui n'ont réellement pas de projet solide, qui n'ont véritablement pas une utilité pour leur communauté. Pour résister, ils ont besoin d'un tapage médiatique. C'est pour ça qu'on peut avoir des crypto-influenceurs youtubeurs qui vont faire un tapage derrière une crypto-monnaie alors que réellement cette crypto-monnaie n'a véritablement pas de projet. Et on s'est vu donc dans cette vague-là de shitcoins, des célébrités s'inviter dans ces projets, dans ces crypto-monnaies-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner de la notoriété à la crypto-monnaie. Et on prend le cas de Dogecoin par exemple. Dogecoin aujourd'hui est connu grâce à Elon Musk. Il suffisait tout simplement que Elon Musk fasse un tweet où il parle de Dogecoin pour que le Dogecoin s'envole. Dans ce système, dans cette vague-là, c'est là que plusieurs personnes se sont véritablement enrichies avec la crypto-monnaie. C'est la vague qui a le plus créé de millionnaires, de crypto-millionnaires, de crypto-investisseurs. Parce qu'il suffisait tout simplement d'investir quelques francs, quelques centimes, quelques dollars
pour se retrouver au bout d'un certain temps avec beaucoup d'argent dans son wallet. Ce système a connu des hauts et des bas, mais les bas de ce système étaient tout simplement dus au fait que des personnes, voyant que cette vague devenait de plus en plus juteuse, se sont tout simplement invitées dans le but de créer des situations désastreuses. C'est-à-dire, vous créez une crypto-monnaie, vous savez pertinemment que cette crypto-monnaie n'a pas de projet, mais vous invitez quand même des personnes à y investir. Mais une fois que la crypto-monnaie prend de la valeur, vous ne pourrez plus, n'est-ce pas, la revendre parce que la liquidité n'est pas suffisante pour vous servir. C'est comme ça qu'on va donc passer à la troisième vague qui est la vague des blockchains d'infrastructure. Pour cette troisième vague portant sur les blockchains d'infrastructure, il faut tout simplement souligner et constater avec moi que c'est cette vague-là qui a réellement démontré la volonté de structurer, de discipliner le secteur de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain d'infrastructure? En fait, la blockchain d'infrastructure fait référence à cet actif, à cette crypto-monnaie qui est développée sur sa blockchain. Et sur cette blockchain, on a la possibilité de développer d'autres applications. Alors, vous allez me poser la question, mais est-ce que Ethereum ne le faisait pas? Oui, effectivement, Ethereum le faisait, mais Ethereum avait du souci à satisfaire, n'est-ce pas, la forte demande. C'est pour ça qu'on a eu le souci de scalabilité. On s'est rendu compte que Ethereum était devenu de plus en plus énergivore, de plus en plus lent et les frais de transaction de plus en plus élevés. Avec la nouvelle génération des blockchains d'infrastructure, on assiste, n'est-ce pas, à une révolution, n'est-ce pas, des blockchains de moins en moins énergivores, des frais de moins en moins élevés et une interopérabilité entre les blockchains, ce que Ethereum et d'autres blockchains ne faisaient pas de par le passé. Alors, pourquoi j'évoque ça comme une vague assez importante? Tout simplement parce que on a assisté à une vulgarisation des NFT, des métaverses, des play to earn et bien d'autres gadgets autour de la cryptosphère. C'est pour ça que, à mon sens, c'est la vague la plus importante et c'est sur cette vague que vous et moi, nous devons désormais surfer. Alors, avant de mettre un terme à cette vidéo, j'aimerais tout simplement, et pour rester en cohérence avec ce qui a été annoncé, inviter tout simplement les uns et les autres à constater que certains patrons des projets cryptographiques se sont mis en marge des principes fondateurs de la crypto-monnaie. Satoshi, dans son livre blanc, a clairement expliqué qu'il met en place un système entièrement décentralisé où vos transactions ne vont plus dépendre d'une autorité, d'un gouvernement, d'un État ou bien d'un système centralisé. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que malgré cela, des patrons se lancent dans des plateformes centralisées? C'est pour ça qu'il est important pour vous en tant qu'investisseur de vous mettre résolument dans l'école de Satoshi Nakamoto qui est la décentralisation parce que c'est l'un des principes les plus importants de la crypto-monnaie. Pour expliquer ce que je viens de dire, prenons le cas des monnaies numériques des banques centrales. Aujourd'hui, vous voyez qu'on parle de moins en moins de ces monnaies numériques des banques centrales, tout simplement parce que les banques centrales essayent de prendre une technologie décentralisée pour pouvoir l'adapter à un système centralisé. Ce qui, pour l'instant, n'est véritablement pas faisable. Pourquoi? Parce que la blockchain est une technologie décentralisée. Toutes les opérations doivent être faites de façon décentralisée. C'est pour ça qu'il faut aller vers des projets décentralisés, vers des applications décentralisées, vers des portefeuilles décentralisés. C'est réellement à ce moment-là que vous détenez véritablement votre crypto-monnaie. Know your key, know your coin. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.